Dans le Mac de la santé aujourd'hui, alerte au cadmium, un métal toxique largement présent dans notre alimentation. Des céréales du petit déjeuner aux pâtes, au riz, en passant par certains légumes. Alors on vous explique tout dans quelques instants, mais surtout on vous donne plein de conseils pour limiter les risques. Bonjour à tous, bienvenue au Mac de la santé, ravi de vous accueillir pour une heure d'émission en direct consacrée à votre santé et votre bien-être. Une heure durant laquelle on répond aux questions que vous nous posez et celles que vous recevez. Rim, bonjour. Bonjour Jimmy. Vous répondez à la question de Jeanne à propos de l'aloe vera. Exactement, et du gel d'aloe vera. À l'intérieur de cette feuille d'aloe vera, c'est plein de gel. Et à l'arrivée, ça donne ça et vous allez voir des bienfaits pour la peau, pour les cheveux. On va prendre soin de soi. Benjamin Lévesque, bonjour. Bonjour Jimmy. Vous avez trouvé sur Internet des dispositifs qui font la promesse de soulager les douleurs de règles. Oui, effectivement, on parlera de tous ces accessoires qui font fureur sur les réseaux sociaux. Il y a les petites bouillottes chauffantes, il y a les appareils d'électrostimulation. On verra lesquels fonctionnent et pourquoi. Sophie Janvier, bonjour. Bonjour. On va manger du chocolat en bonne quantité ou en petite quantité? Eh ben, on va voir en Modérément. effet que c'est important d'être attentif à une quantité raisonnable, de bien choisir aussi son chocolat et puis évidemment de se faire plaisir. Le Mac de la santé, c'est également du reportage. Et dans notre série Le Pouls de la France, nous irons à la découverte d'un restaurant inclusif à Albi, où la majorité des employés sont porteurs de trisomie 21. Nous répondrons ensuite à toutes vos questions autour du chocolat. Qu'est-ce qu'un bon chocolat? Quels en sont les bienfaits sur notre santé? Quelle quantité peut-on en manger tous les jours? Les réponses avec notre spécialiste et un artisan chocolatier. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez nous poser toutes vos questions par SMS au 41 555. Tout de suite, le journal avec Emma Strack. Bonjour Emma. Bonjour Jimmy, bonjour à vous à la maison. Alerte au cadmium, un métal toxique largement présent dans notre alimentation. C'est ce qui ressort d'une étude publiée par l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Le cadmium, donc, c'est un métal déjà présent à l'état naturel dans l'environnement, mais les activités agricoles et industrielles ont tendance à augmenter sa présence. Résultat, les Français y sont exposés, notamment via l'alimentation. Près de la moitié de la population adulte dépasse les valeurs de référence et ça représente des risques pour la santé. Et pour en parler, nous recevons Géraldine Carne, coordinatrice de l'expertise sur le cadmium au sein de l'unité d'évaluation des risques liés aux aliments à l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Merci. pour nos téléspectateurs qui nous regardent, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les risques du cadmium sur notre santé? Bien sûr. Alors, le cadmium, on peut être exposé quotidiennement avec différentes sources d'exposition. Et lorsqu'on y est exposé de façon répétée, le cadmium tend à s'accumuler dans notre organisme. D'ailleurs, on dit qu'il faut entre 10 et 30 ans pour éliminer la moitié de la teneur en cadmium absorbée par notre organisme. De ce fait, comme on est exposé de façon répétée et que le cadmium s'accumule, il va avoir des effets qui vont cibler les organes de notre organisme. Lesquels? Et donc lesquels, ça va être essentiellement la fonction rénale, pouvant évoluer à terme avec une insuffisance rénale, et aussi le tissu osseux, avec un risque augmenté de fractures osseuses et d'ostéoporose. Mais le cadmium est aussi d'autres effets sanitaires pour notre santé. On sait qu'il peut avoir des effets sur le neurodéveloppement, qui peut toucher les plus petits, mais aussi des effets sur le système cardiovasculaire. Et c'est également un contaminant qui est reconnu cancérogène. Il est suspecté d'être à l'origine de certains types de cancers, par exemple le cancer du pancréas, de la vessie, de la prostate ou encore du sein. La liste est plus La que liste est longue. longue. Et cette exposition, elle relève notamment de l'alimentation. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont particulièrement concernés? Alors, on a des aliments qui sont plus concernés que d'autres. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a des aliments qui sont plus contaminés par le cadmium. C'est le cas des abats ou de certains produits de la mer, mais qui sont moins consommés. Donc, ils ne vont pas ressortir comme des aliments contributeurs majeurs à notre exposition. En revanche, on a des aliments qui sont également contaminés, mais qui sont plus largement consommés par la population. Et c'est le cas, en l'occurrence, des pommes de terre, mais aussi des produits céréaliers. Donc, on va retrouver des viennoiseries, des pâtisseries, des biscuits sucrés salés, des pains ou tout autre produit de panification sèche qui vont contribuer à notre exposition. Est-ce que les aliments bio sont épargnés par cette contamination?
Alors, il est difficile à dire, quand on regarde dans notre étude, s'il y a une différence entre la contamination des aliments issus de l'agriculture biologique et de l'agriculture conventionnelle. En revanche, ce que je peux vous indiquer, c'est que le cadmium, ça a une pollution diffuse qui peut concerner tout autant l'agriculture biologique que l'agriculture conventionnelle. Pourquoi ? Parce qu'on va retrouver du cadmium qui est naturellement présent dans le sol, mais il peut être aussi apporté par certaines activités agronomiques, notamment l'utilisation de certains intrants agricoles ou autres matières fertilisantes d'origine résiduaire peuvent apporter du cadmium et ces dernières sont utilisées autant en agriculture biologique que l'agriculture conventionnelle. Dans l'expertise de l'ANSES, on apprend que la France est plus contaminée que certains de nos voisins européens. Comment ça se fait, ça ? Effectivement, on constate en fait des niveaux de cadmium qui sont 3 à 4 fois supérieurs en France par rapport à nos voisins européens. Alors, plusieurs hypothèses, et c'est au stade de l'hypothèse, sont émises. Tout d'abord, des habitudes de consommation alimentaire qui peuvent être différentes, avec une observation d'une tendance à l'augmentation de la consommation de certains biscuits sucrés, salés, encore des céréales de petit déjeuner. Mais on fait aussi l'autre hypothèse du lien avec la contamination donc, de ces denrées alimentaires. Notamment, ces denrées alimentaires sont produites sur des terres cultivées qui peuvent être contaminées par le cadmium et en l'occurrence par l'utilisation de certains engrais. Et en France, du fait d'une utilisation historique et actuelle, mais qui est liée à une utilisation plus importante des engrais minéraux-phosphatés, peut avoir une contamination plus importante. On parle de l'alimentation, mais il existe d'autres sources de contamination en cadmium. Exactement, effectivement, on évoque beaucoup l'alimentation, mais par exemple, on a d'autres sources d'exposition. Et une seconde source d'exposition identifiée pour le cadmium, c'est le tabagisme, notamment par l'inhalation de fumée de tabac. Les cigarettes contiennent du cadmium, particulièrement par la plante de tabac qui tend à concentrer le cadmium et aussi par l'utilisation de certains engrais utilisés pour les plantes de tabac, donc qui sont cultivées en dehors de l'Europe, qui vont également contribuer à augmenter Vous dites seconde source de contamination. Mais si on est fumeur quotidien, qu'on fume tous les jours, on est plus exposé au cadmium que si on prend les céréales du petit déjeuner, non ? Oui, le tabagisme, c'est vraiment un facteur aggravant de notre exposition au cadmium par rapport aux consommateurs du quotidien de petit déjeuner. Tout à fait. Dans cette expertise, l'ANSES recommande d'agir à la source, c'est-à-dire en modifiant certaines pratiques agricoles. Mais qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux consommateurs au quotidien ? Alors effectivement, notre levier principal, c'est une recommandation à la source, des actions collectives sur la diminution de la contamination cadmium dans les sols agricoles, qui va agir de façon durable sur la contamination des denrées alimentaires. Mais au niveau individuel, en tant que consommateur, on a quelques petits gestes du quotidien qui permettraient en fait de limiter notre exposition au cadmium. Donc tout d'abord, pour les fumeurs, c'est déjà bien évidemment d'arrêter de fumer, d'éviter le tabagisme passif qui peut aussi exposer les populations les plus sensibles. Et au niveau de notre alimentation, c'est de diversifier son alimentation, de varier ses sources d'approvisionnement de façon à éviter d'être exposé de façon répétée au cadmium qui provient des aliments issus de la même source d'approvisionnement. Et par ailleurs, on a relevé que certaines denrées alimentaires qui ont des bénéfices nutritionnels plus faibles, notamment des denrées à base de blé sucré et salé, sont également identifiées comme les aliments contributeurs à notre exposition au cadmium. C'est-à-dire quoi, qu'on remplace les pâtes par autre chose ? Exactement, en fait. C'est en tout cas de faire un rééquilibrage alimentaire en introduisant par exemple plus de légumineuses comme des lentilles, des pois chiches ou autres haricots à la place de la consommation peut-être un peu trop élevée de pâtes alimentaires. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions, Merci c'est parfaitement clair. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le Pouls de la France nous amène dans le Tarn à la découverte d'une très belle initiative. Direction Albi, où nous ouvrons les portes d'un restaurant inclusif. En cuisine comme en salle, la majorité des employés sont porteurs de trisomie 21. Regardez ce reportage de Khadija Adar-Rezig, Guillaume Biraud et Lucie Duloy. Au cœur de la ville d'Albi, accolé à une petite gare encore en service, un restaurant où l'on raconte que l'on mange bien. Tous les jours, des petites mains s'affairent pour servir les clients. Ici, tous ou presque ont un point commun, ils sont porteurs de trisomie 21. Parmi eux, Lucinda, 23 ans. Au moins 2 fois par semaine, elle se prépare pour aller prêter main forte au restaurant. Je suis contente d'aller travailler. Je fais les cheveux, je fais les dents. Et je mets le manteau et je pars.
Lucinda vit seule, mais sa mère continue de veiller sur elle. Et bonjour, Pépé. Ça va? Surtout lorsqu'il faut s'assurer que les horaires sont bien respectés. Bon, mais c'est bien, tu es à l'heure. Lucinda suit un CAP cuisine. Elle est en apprentissage dans ce restaurant, monté de toutes pièces par sa mère et 4 autres parents d'enfants porteurs de trisomie 21. Pour se battre, on s'est battu. Hein. Et puis de voir ce que c'est devenu, c'est vrai que c'est une belle satisfaction. Et puis pour eux, parce que eux, ils sont chez eux. En cuisine, les équipiers du jour, Julien, Eva et Lucinda, sont encadrés par 2 commis bénévoles. Voilà, encore, continue. Tu vois? Des fois, le chef me dit qu'il faut aller plus vite. Et oui. Le chef de cuisine, c'est Johan. Il est là pour s'assurer de la bonne exécution du menu. Oui, en fait, on est un restaurant normal, hein, il faut le dire. Hein. On réinsère des gens atteints de trisomie 21, c'est super bien. Mais voilà, il faut être prêt pour le service. Et en plus, on adore travailler avec eux. Quoi. En salle, les premiers clients commencent à arriver. Claudine, tu vas accompagner les dames à chou-fleur. Dans ce restaurant, l'organisation est unique. Chaque table porte le nom d'un légume et les différents plats proposés sont symbolisés par une lettre. Alors, c'est pour leur simplifier les prises de commandes parce que certains équipiers ont des difficultés à lire, à écrire. Les clients, ils vont choisir le menu avec les lettres pour nous, pour les repères. Et nous, on met les chiffres à côté des lettres pour choisir leur menu. Au moment du coup de feu, Christian, l'un des bénévoles, a quitté les fourneaux pour veiller sur le service. Et le dessert? Alors, moi, ça sera un A. Un B, moi. Allez, on amène ça au chef. Merci beaucoup. Merci. Alors, chef, Oui. un bon, il y a beaucoup d'ambiance. Et tous les clients m'ont apprécié. C'est très un bonheur. En cuisine, les bons de commande s'enchaînent pour Lucinda. Elle s'applique pour que les assiettes aient un visuel appétissant. Chou-fleur. Les deux? Oui. Voilà, c'est parfait. Des assiettes qui séduisent les clients du jour. Merci. C'est très beau, hein? Il ne nous reste plus qu'à apprécier. On s'y sent bien. Ah oui. Je reviendrai. Un restaurant à succès où les équipiers atteints de trisomie 21 ne sont pas salariés. Ils sont en foyer et non reconnus travailleurs handicapés par l'administration. On signe une convention de stage avec les institutions, les foyers où ils sont actuellement. Donc, ils viennent travailler, mais gratuitement. C'est pas logique. Un cadre légal insatisfaisant pour les fondateurs qu'ils souhaitent faire évoluer. Pour que ça se concrétise et que notre projet il aille jusqu'au bout, ce serait de pouvoir les rémunérer, les salariés, qu'ils aient un vrai contrat de travail. Un statut qui permettrait encore plus de sécurité à Véronique, qui s'épanouit dans son rôle au restaurant. Ça va? Ça va. Ça s'est bien passé? Elle passe beaucoup de temps chez ses parents. Chaque semaine, ils font 100 km pour qu'elle puisse assurer le service au restaurant. Tout bébé. C'est commencé à marcher, là. Les premiers pas. Oui. Il y a 25 ans, on n'était pas dans l'inclusion comme maintenant, donc on a eu un mal fou. On a essayé de lui trouver un petit mi-temps, quelque chose. Enfin bon, mais on s'est heurté à des murs. Le restaurant, c'est bien parce que ça lui permet de voir un autre univers tous les mardis. Les clients du restaurant, ce sont des gens qu'elle ne connaît pas, donc ça l'oblige à se tourner un peu vers les autres. Un lieu pour faire ses premiers pas dans le monde professionnel et s'y sentir valorisé. Et on termine ce journal avec un petit jeu. Regardez bien ces 2 images, 2 photos du comédien Robert De Niro de profil, à gauche quand il était jeune homme à 33 ans et à droite il y a peu de temps, probablement l'année dernière à 81 ans. Et soyez particulièrement attentifs à ses oreilles, on dit qu'elles continuent à grandir avec l'âge, même après la puberté. Moi, j'ai l'impression que c'est la preuve par l'image, qu'on assiste bien à ça. Oui, les oreilles ont tendance à s'allonger, mais pas forcément à grandir. Vous allez comprendre la différence. En réalité, dans une oreille, vous avez énormément de cartilage qui donne à la fois le côté
rigide, mais le côté souple. Et ce cartilage, avec le temps, il a tendance à s'affaisser. Et sous l'effet notamment de la gravité, il va se distendre. Et c'est ce qui va contribuer au fait que l'oreille va s'allonger. Lorsque vous remarquez le lobe de l'oreille, vous voyez qu'il est beaucoup plus bas. Et on observe exactement la même chose avec d'autres structures du visage, notamment le menton. Le menton de Robert De Niro, lorsqu'il était jeune et lorsqu'il est plus âgé, vous voyez qu'il est en train de s'affaisser. Or, dans le menton, on n'a pas de cartilage, on a de l'os et de la peau. Mais quand on regarde ce qu'il se passe à l'intérieur de la peau, vous allez comprendre. On a deux structures de la peau, une coupe de la peau jeune et plus âgée. Vous avez la couche superficielle au-dessus qu'on appelle l'épiderme, la couche intermédiaire et la couche profonde. Et au sein de cette structure, vous avez de nombreuses molécules, notamment le fameux collagène qui permet justement la structure, la rigidité de la peau, et d'autres molécules qu'on appelle des élastines qui donnent l'élasticité de la peau. Et avec le temps, vous voyez que le collagène est moins présent, le tissu avec l'élastine est moins présent, et ça contribue au vieillissement de la peau et au fait qu'il y ait des rides, mais également que la peau de l'oreille s'affaisse et que malheureusement, elle a tendance à grandir, ou en tout cas à vieillir. Ce que vous nous avez expliqué avec l'oreille et le cartilage, ça vaut aussi pour le nez. Si j'ai bien compris cette histoire de gravité, Eh oui, il y a des organes typiquement féminins et masculins qui sont aussi victimes de la gravité d'une certaine façon. On l'a peut-être tous remarqué, ou je ne sais pas, la peau du scrotum notamment. Les bourses ont tendance à tomber, à s'affaisser avec l'âge, mais ça peut commencer aussi chez certains jeunes. Voilà. Bon, c'est pas un témoignage personnel. Hein, Pourtant, nous sommes toutes oui. Jimmy. oui, non, mais voilà. Bon, effectivement, ça pendouille, c'est comme ça, mais c'est la vie. À demain, sinon. Oui, à demain. À demain, moi, salut. Merci pour cette peau de banane. Dans quelques instants, dans notre dossier du jour, nous répondrons à toutes vos questions autour du chocolat. Nous serons avec Sophie Janvier et un artisan chocolatier, Pierre Marcolini. Dans notre série Le Pouls de la France, nous irons à Albi retracer l'histoire du peintre Henri de Toulouse-Lautrec qui a souffert d'une maladie génétique rare. Il existe de nombreux accessoires qui font la promotion, qui promettent de soulager les douleurs en cas de règles. Alors, est-ce vraiment efficace ou un gadget? C'est la chronique de Benjamin Lévesque. Nous répondrons à la question de Jeanne, une téléspectatrice qui aimerait savoir si elle peut utiliser de l'aloe vera sur la peau et les cheveux avec quelle vertu cosmétique. Eh bien, c'est Rim qui lui répond dans un instant. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions par SMS au 41 555 et il est temps de retrouver nos chroniqueurs. Et je trahis un secret, Emma est partie en me disant « Et ça pendouille !» Voilà, ça lui apprendra à se moquer. Benjamin, on va parler aujourd'hui des douleurs menstruelles, car il y a quelques jours, la chanteuse Marguerite, en plein concert, a brisé le tabou. On l'écoute. Je trouve que j'ai mes règles, mais genre... J'ai tellement mal. Genre, pourquoi? Qui a inventé ça? Alors, et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, les femmes partagent leurs astuces et accessoires justement pour soulager les douleurs abdominales en cas de règles. Et on va voir ensemble si ces objets fonctionnent. Alors, premier accessoire, Jimmy, ça va être sous ces petits boîtiers. Vous voyez, il y a plusieurs marques qui en commercialisent. Et en fait, à l'intérieur, vous avez ce type de patch. Alors, c'est très facile à utiliser. En fait, de l'autre côté, vous allez mettre un ruban adhésif et ensuite, vous allez venir le placer sur la zone du bas du ventre, juste ici. Vous allez le coller et vous allez le mettre ensuite en route. Voilà, une fois que c'est enclenché, ça commence. Et là, ça va envoyer des petites impulsions électriques. Alors, je vous rassure tout de suite, ça n'a rien à voir avec les appareils d'électrostimulation pour faire des abdos. Ouais, non, là c'est beaucoup plus doux, c'est pas douloureux. Et en fait, sur les réseaux sociaux, les retours ont l'air assez positifs et certaines femmes disent que ça réduit vraiment les douleurs. Et vous avez interrogé justement des spécialistes, car finalement, c'est une bonne méthode. Oui, c'est le gynécologue Olivier Marpeau, plus connu sous le pseudo Mon Gynéco sur les réseaux sociaux, qui m'expliquait que cette technique appelée TENS est validée scientifiquement. En fait, de la même manière que vous avez les TENS, vous savez, pour soulager la migraine, donc à coller sur le front, et bien là, en fait, c'est la même chose. Ça va stimuler certains nerfs qui sont impliqués dans la douleur et ça va, entre guillemets, tromper le cerveau pour annuler ce message de la douleur. Et quand on utilise quelques minutes, effectivement, ça va permettre de diminuer, voire de bloquer la douleur chez certaines patientes. Et c'est même un accessoire que certains gynécologues ou spécialistes de la douleur peuvent prescrire. Et il peut y avoir une prise en charge parce que ça coûte quand même au moins une centaine d'euros pour l'appareil. Et attention, il y a quand même quelques contre-indications. Si vous portez un pacemaker ou si vous êtes épileptique, il vaut mieux éviter.
Alors, donc on a le TENS avec l'électrostimulation et puis on a également la bonne vieille méthode, mettre du chaud. Est-ce que ça marche? Oui, alors vous allez le voir sur TikTok et Instagram, certaines se filment avec complètement des ceintures chauffantes, des ceintures totalement high-tech. Et sinon, vous avez la version beaucoup plus voilà, ça ce sont les ceintures chauffantes donc à enfiler autour du ventre. Et sinon, vous avez la bonne vieille bouillotte, moins chère, ça coûte entre 5 et 10 euros. Et en fait, celle-ci, elle est un petit peu plus moderne parce qu'il suffit de classer la petite pastille à l'intérieur et donc là, la bouillotte va chauffer et il suffit en fait, une fois qu'elle est chaude, de venir la placer là encore sur la zone du bas du ventre pour venir chauffer toute la zone. Et alors je peux vous garantir, Sophie, elle est chaude. Hein. Et c'est réutilisable ça? Et c'est réutilisable, il suffit de la remettre dans une casserole chaude, la faire bouillir et ça redevient en fait à l'état initial. Et en fait, le chaud, c'est notre gynécologue maison Odile Bagot qui m'a confirmé que le chaud a un réel impact sur la douleur, ça détend les muscles et donc c'est moins douloureux. Selon elle, il y a même quelques études qui ont montré un soulagement des douleurs menstruelles, même si c'est temporaire. Attention quand même à ne pas se brûler, donc pas avoir une bouillotte qui est trop chaude, ou alors toujours mettre un linge entre la bouillotte et la peau pour éviter de se brûler. Je confirme, la bouillotte, ça sauve vraiment des douleurs. Hein. Le chaud, c'est validé. Et puis à l'inverse, certains préfèrent utiliser du froid. Oui, alors là, on en trouve pour une quarantaine d'euros. Ce sont des kits de cryothérapie. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est un tube une poche de gel, justement, donc à mettre au congélateur. Et une fois que c'est bien froid, eh bien, vous allez venir le placer dans cette petite sachet en coton. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, donc là c'est bien froid, donc c'est dans le petit sachet en coton que vous allez mettre dans la culotte et ça va venir soulager les douleurs. Alors comme me l'expliquaient tous les gynécologues que j'ai interrogés, le chaud c'est plutôt pour soulager les douleurs du ventre, du bas du ventre, tandis que le froid, lui, va agir sur toute la zone du périnée. Puisque quand on a, au moment des règles, en fait, c'est une zone qui peut avoir de l'inflammation. Et donc, le froid, en fait, va agir comme une vasoconstriction. Donc, en clair, ça va réduire les petits vaisseaux sanguins. On aura moins d'inflammation liée aux règles. Résultat, un petit peu moins de douleur, même si là encore, c'est temporaire. Mais de toute façon générale, tous les appareils que je vous ai présentés, ça permet de réduire les symptômes, mais ça ne règle pas le problème. Oui, évidemment, si jamais vous avez des douleurs qui sont insupportables, qui ne sont pas soulagées par du paracétamol ou un autre médicament, on va dire, de base, eh bien, il faut consulter, car vous pouvez avoir de l'endométriose ou une autre maladie gynécologique. Donc, ces accessoires, pourquoi pas, mais toujours après un diagnostic médical. Merci beaucoup, Benjamin. 3 accessoires, 3 trucs validés. Depuis le concours infirmier, c'est que les accessoires qui fonctionnent. Hein. Oui, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes journaliste santé, que vous faites une reconversion et que vous allez vous lancer dans des études d'infirmier, que vous avez été brillamment admis au dernier concours il y a peu de temps. Et donc, Benjamin Lévesque, depuis, c'est une renaissance. Ouais, c'est ça. Bravo, Benjamin. Eh bien, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Oui, je crois qu'on prend le pouls de la France, direction Albi et le Tarn. Oui, nous restons à Albi, dans la ville natale d'un artiste très célèbre, Henri de Toulouse-Lautrec. Le peintre souffrait d'une maladie génétique rare qui a marqué son destin. Reportage Khadija Darezig, Guillaume Biraud, Lucie Dulois. Il a choisi la vie parisienne. Pourtant, c'est ici, à Albi, qu'il vit ses premiers instants. Issu d'une famille aisée, Toulouse-Lautrec consacrera sa vie à son art, un art qui fascine tout autant que son physique hors norme. Encore aujourd'hui, certains curieux tentent de percer les mystères de cet artiste post-impressionniste qui s'est aussi intéressé à la médecine. Le docteur Alain Denax, chirurgien à l'hôpital d'Albi, est l'un d'entre eux. Alors Toulouse-Lautrec, c'est une très vieille passion parce que Toulouse-Lautrec est, à mon sens, et au sens général, un génie du dessin. Un génie comme on en a rarement vu. Et c'est vrai que la force de son trait ne peut pas laisser indifférent. Son admiration est telle qu'il a même consacré un livre à son idole. C'est des petites tranches de vie avec une partie un peu rigolo. Voilà, tiens là. Pour l'écrire, il a dû se plonger dans l'histoire du peintre et arpenter 1001 fois les allées du musée qui porte son nom à Albi. Jamais sans son acolyte, le docteur Madol. Sa spécialité est de diagnostiquer les maladies rares et c'est ce qu'il tente de faire régulièrement avec Toulouse-Lautrec. Il doit y avoir des mains, toutes petites mains.
Il y avait des petites mains, tu vois? Ah oui, il y a des scamphis sur les mains, sur les ongles. Il y a quand même pas mal de certitudes pour dire qu'il était porteur d'une pycnodysostose. C'est une maladie génétique qui est maintenant bien caractérisée, qui est une maladie extrêmement rare. Il faut 2 gènes pour développer la maladie, un qui vient du père, un qui vient de la mère. On sait quand même avec certitude que ses parents étaient cousins germains, et donc la probabilité que des gènes soient présents dans la même famille est beaucoup plus importante. Parmi les caractéristiques de la maladie, des membres de petite taille et une importante fragilité osseuse qui va d'ailleurs lourdement handicaper Toulouse-Lautrec. Qui s'est fracturé au moins 2 fois un fémur, un de chaque. Comme à l'époque, je pense, le traitement orthopédique des fractures était assez restreint. Ce qui peut-être explique, c'est les positions qu'il a où il est toujours un petit peu tordu. La maladie l'oblige à être entouré de médecins. Un sort qu'il semble accepter puisqu'il va même vivre avec l'un d'entre eux, son cousin, Gabriel Tapier de Céléran. Il est interne en médecine et il lui ouvre les portes du bloc opératoire. Toulouse-Lautrec y pose alors son chevalet pour réaliser croquis et peintures du docteur Péan, un éminent chirurgien de l'époque. Alors là, on a Péan dans toute sa splendeur. Ça, c'est splendide. Là, il est en train de s'essuyer après une intervention, tu vois. Il s'essuie, il doit avoir quelques... Il s'éponge la figure, exactement. Il s'éponge la figure. Aujourd'hui, on peut faire des photos, bien sûr, parce que l'éclairage est puissant et puis les appareils sont sensibles. À l'époque, il n'y avait que le dessin pour fixer un temps opératoire. Un travail artistique qui, au-delà de l'aspect esthétique, permet de mieux comprendre la pratique du docteur Péan. Lui, il opère en complet veston avec une serviette autour du cou et avec un brouillard phéniqué, puisqu'il était resté fidèle au précepte de Lister, qui voulait qu'on humidifie le champ opératoire avec de l'acide phénique. Donc en fait, il y avait un brouillard en permanence, vaporisé. Un intérêt pour le domaine médical qui traverse l'œuvre de Toulouse-Lautrec. Même dans ses tableaux qui représentent les coulisses des maisons closes parisiennes, très fréquentées par l'artiste. Il y a ce tableau qui est un des chefs-d'œuvre de notre collection qui montre ces prostituées assises sur des grands canapés confortables qui attendent, mais qui n'attendent non pas le client, mais qui attendent la visite médicale. Et il faut aussi savoir qu'à l'époque, les normes d'hygiène et de stérilisation étaient différentes d'aujourd'hui. On a des cas où, en fait, lorsque une prostituée a la syphilis, si l'instrument est mal stérilisé, en fait, il est propagé. La syphilis, une infection sexuellement transmissible très contagieuse qui fait des ravages dans la population au XIXe siècle. Dans ses formes les plus graves, elle s'attaque au cerveau. C'est ce qui est très probablement arrivé à l'artiste. On reconnaît certains symptômes de crise syphilitique dans certains agissements de fin de vie. De crises très violentes, en fait, où il va mettre le feu à des œuvres. Et en effet, on sait que la syphilis peut causer ce genre de crise. Ces crises conduisent à la mort de l'artiste en 1901, à seulement 36 ans. Son œuvre, en revanche, lui survit et continue encore aujourd'hui d'attirer les visiteurs du monde entier. Et tout de suite, c'est Rim qui répond à toutes vos questions. C'est Jeanne qui nous demande quels sont les bienfaits de l'aloe vera. Elle aimerait les utiliser pour sa peau et ses cheveux. Alors, vous avez sûrement remarqué, mais en ce moment, l'aloe vera, on le voit un petit peu partout, que ce soit dans les shampoings, voire même dans les soins dentaires, dans les crèmes, et on lui prête pas mal de bienfaits. Alors, je ne sais pas si autour de la table, vous en utilisez de l'aloe vera? Oui, sous forme de... Oui, Sophie? Oui, moi j'en utilise, mais plutôt l'été, parce que je trouve ça frais, l'été et agréable. Ouais, c'est vrai que l'été, après une journée au soleil, avec de la crème solaire, mais le soir, ça fait du bien, c'est hyper rafraîchissant. Ouais. Avec la crème d'aloe vera, c'est plutôt agréable, Ouais. et on sait que c'est naturel, donc on se dit il y a très peu d'ingrédients et c'est plutôt pas mal. Exactement. Alors donc nous, on va se concentrer aujourd'hui sur le gel d'aloe vera qu'on peut trouver sous cette forme toute prête. Je vais en mettre un petit peu sur ma main pour vous montrer donc à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est un gel transparent qui n'a pas particulièrement d'odeur et que je vais pouvoir mettre directement sur la peau comme ça. Et ça vient donc de cette plante que vous voyez ici, donc l'aloe, la feuille d'aloe vera, que tout à l'heure on coupera. Et c'est une plante qui est originaire d'Afrique du Nord et de péninsule arabique et qui est utilisée vraiment de très longue date pour ses bienfaits. Alors justement, ce gel d'aloe vera, il a des propriétés particulières? Oui, absolument. Le docteur Aline Mercant, qui est médecin et phytothérapeute, me les a détaillés. Alors, il a de nombreux bienfaits pour la peau, notamment ce gel. Il est très hydratant car il est riche en eau, comme vous le voyez ici. Il est apaisant, il est cicatrisant.
Donc on peut le mettre sur une petite brûlure. Vous parliez de l'après-soleil. C'est vrai qu'après un coup de soleil, ça peut également soulager sur une peau sèche, sur une peau irritée. Alors par contre, moi, bien je teste, sûr, hein. allez-y On peut Sophie. tester, oui, très bien. Par contre, pas sur une plaie à vif ou qui saigne. Et donc c'est vraiment utile à avoir chez soi ou bien dans sa trousse de vacances. Et Jeanne nous demandait si elle pouvait également le mettre sur les cheveux. Oui, absolument. Effectivement, sur les cheveux, c'est très bon aussi parce que c'est hydratant et ça discipline les frisottis. Alors, quand on a les cheveux bouclés, en général, on déteste les frisottis. Ça discipline les frisottis. Oui. C'est quoi cette expression? Ça veut dire Alors, quoi? par exemple, Discipliner vous les voyez frisottis. sur mes cheveux bouclés. Pardon, je pensais que c'était pour tout le monde savait. Alors, mais- Benjamin, vous savez Donc- ce que ça veut dire discipliner les Bah, bien frisottis? sûr, Ah, Julie, merci, On va donner Benjamin. l'explication, Benjamin. Ça veut dire Eh quoi? ben, non, mais je veux pas interrompre Rim qui Voilà. Vous voyez sur mes cheveux bouclés, là, j'ai des petits cheveux un petit peu comme Qui ça. sont pas disciplinés, c'est ça pour l'instant. Voilà, Oui, ils sont qui indisciplinés. ont des cheveux un peu électriques, Voilà. ça part. Et donc, si je mets de l'aloe vera dessus, ça va faire les boucles encore plus dessinées. Plus marqué, plus dessiné. Voilà, et donc je fais ça après le shampoing, et comme ça fait des jolies boucles dessinées. Bon, bah c'est plutôt pas mal du coup pour discipliner les frisottis. les frisottis. On en apprend tous les jours. Alors ce gel, est-ce qu'on peut le faire soi-même? Parce que vous êtes venu avec une plante Ouais, directement. Absolument, donc ça, vous le trouvez en magasin bio notamment. Et vous allez voir, donc sur cette image, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui nous montrent comment faire soi-même son aloe vera. Donc cette jeune fille, elle va le découper elle-même, puis extraire le gel et le rincer. Et c'est un bon conseil parce que je vais vous montrer, quand je vais le couper ici, donc on va avoir le gel qui va être dans la plante. Mais je pense que là, vous voyez, donc là, c'est bien le gel. Mais Ah oui. par contre, ici, on a une petite matière jaune qui est comme du latex. Et ça, il y a de l'aloïne dedans. Et ça, c'est un composé qui est irritant, qui peut être toxique. Donc, il vaut mieux pas mettre directement l'aloe vera comme ça sur sa peau. Il faut vraiment le couper, le trancher, enlever le gel et bien le nettoyer pour pas prendre de risques. Donc, vous voyez, c'est quand même une petite technique, hein. Donc il y a quand même des choses à faire. Après, on le conserve comment cet aloe vera? Eh bien, là, par exemple, si j'avais bien extrait le gel, eh ben, vous pouvez le mettre au frigo, vous pouvez en faire des glaçons, par exemple, et comme ça, vous les génial. aurez tout prêts quand vous avez soit un petit bobo, soit quand vous voulez vous rafraîchir le visage le matin. Donc, ça se conserve vraiment bien. Alors bon, il y a ceux qui sont motivés pour le faire, et Ouais. puis on peut également l'acheter tout prêt déjà. hein, Oui, c'est pratique. exactement. Franchement, je trouve ça quand même un petit peu plus pratique. Bah, après, si vous aimez le faire, n'hésitez pas. Parce qu'en plus, on trouve maintenant ce gel un petit peu partout. Ça coûte entre 5 et 10 euros à peu près le flacon selon la taille. Donc, c'est assez économique parce que vous avez vu, j'en ai mis quand même pas beaucoup tout à l'heure. Pour bien le choisir, donc on prend 90% d'aloe vera minimum, pas d'alcool et le plus pur possible, comme on dit souvent, hein, le moins d'ingrédients sera le mieux. Et avec ça, normalement, voilà, vous serez bien. Vous avez dit alors Benjamin, Sophie? Ouais, on Ah, ça, valide. on a la peau Petit douce, hein. atelier ce week-end pour faire un petit gel, Benjamin Ou non, moi je vais acheter directement tout prêt. Il y a 2 écoles en général, hein. C'est jeune, l'insolence. Acceptez l'invitation, la proposition de Sophie. J'accepte. Non, on la refait. j'accepte. Non, Benjamin, ça ne marche pas comme ça. Sophie, vous avez une Petit question. atelier ce week-end, Benjamin pour J'accepte faire- le date. Allez, on y va. Date aloe vera, c'est un concept. Ouais, Date ça aloe vera. C'est une propposition décente. Elle propose pas un date, elle vous dit juste venez, on fait un atelier aloe vera. Non mais franchement, c'est jeune. Bon, Rim, merci beaucoup de ces explications. Mais je vous Comment en on fait pour vous envoyer les prochaines questions? Donc, rim@allodocteur.fr et WhatsApp 06 58 75 04 71. On passe à notre dossier du jour, puisqu'on va parler du chocolat. Chaque année, chaque foyer en consomme près de 12,5 kilos donc par an. Mais cette gourmandise, elle suscite beaucoup de questions. Est-ce que vraiment le chocolat fait grossir? Est-ce si bon pour le moral? Comment choisir, tiens, une bonne tablette de chocolat? Alors, à quelques jours de Pâques, on vous dit tout sur le chocolat. Et pour répondre à toutes vos questions, nous sommes toujours avec Sophie Janvier, notre diététicienne nutritionniste. Et nous sommes ravis d'accueillir Pierre Marcolini. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Jimmy. Vous êtes chocolatier et vous nous avez apporté plein de chocolats qui ont l'air absolument incroyables. Mais je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer toutes vos questions par SMS au 41 555. On a reçu plein de questions à propos du chocolat. Juste, Pierre Marcolini, sur votre veste, je vois Oui. plein de drapeaux. Comment Oui. vous êtes? Vous avez, je vois la Belgique, je vois la Oui. Corée, l'Italie, la Chine, l'Espagne, oui. Alors c'est quand vous gagnez la Coupe du Monde de pâtisserie chocolaterie en 1995, puisqu'on est en France, donc 95 en Belgique et 95 ici.
vous recevez effectivement ce titre-là. Donc c'est une compétition qui représente quasiment la plus grande compétition au niveau international, au niveau de la pâtisserie et du chocolat. C'est l'équivalent de l'étoile, comme la Coupe du Monde. Alors j'ai quelques copains qui me charrient un petit peu en disant ça fait un peu Formule 1, etc. Mais pas du tout. On est dans le métier de chocolatier. On est dans le métier de chocolatier. On va répondre aux questions de téléspectateurs à propos du chocolat et de la consommation sur notre santé. Mais c'est quoi un bon chocolat? Alors, je pense que il y a déjà des odeurs qui commencent à circuler ici. Je pense que pour un bon chocolat, les gens partent toujours du principe en se disant mais tiens, un chocolat, ça doit être rond, ça doit être onctueux, ça doit être un pourcentage de cacao. Je reprends la phrase d'un très très grand cuisinier qui était effectivement Paul Bocuse et qui disait pour faire de la bonne cuisine, il faut des bons ingrédients. Et pour commencer pour les bons ingrédients, c'est pour ça que je vous ai apporté. On va commencer par le début. Moi, je vous propose d'abord de commencer par le début, c'est-à-dire des fèves de cacao. Les gens pensent toujours que les tablettes poussent sur les cacaoyers. Non, j'ai une information, ça ne pousse pas comme ça. On part d'abord sur des fèves de cacao. Si je vous dis Trinitario, si je vous dis Criollo, si je vous dis Forastero, ce n'est pas des clubs de foot espagnols. C'est des variétés de fèves. Exactement, Sophie, vous avez raison, ce sont des variétés. Ici, je vous ai apporté deux variétés totalement opposées. On est du côté de l'Amérique du Sud, on va du côté de l'Équateur, vous descendez du côté de Guayaquil, il y a une plantation qui s'appelle Ernesto, et puis vous allez du côté de Sao Tomé Príncipe, de l'autre côté, presque du côté africain, vous allez avoir des fèves de cacao. Quand vous les goûtez, eh bien, c'est des notes qui sont... donc celle-ci, par exemple, alors, si je la prends... parce qu'on ne les voit pas bien à l'écran, on va les montrer à nos téléspectateurs, c'est des fèves de cacao. C'est la caméra 7, encore une fois, qui a... Non la 7 ou la 6 ou la 4, c'est vrai qu'il y a plein de... Alors, où est-ce qu'on monte des fèves de cacao? C'est pas possible. Caméra 9, la caméra 9. Je ne sais même pas où est la caméra 9. Quelle honte. La caméra 9, elle est juste là. C'est la première fois que vous venez. Ah, mais je suis heureux de vous inviter. Ce soir, nous accueillons Jimmy. Donc, on continue. Donc, revenons à cacao. Donc ça, fèves de cacao Équateur, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est comme ça que je fais. Allez, je vous laisse, parce que ça va être un peu amer, non, quand même? Ça se mange. Oui. Mais c'est ça qui est étonnant. La question est assez intéressante, c'est que tout le monde pense qu'au départ, ça ne se mange pas alors que ça se mange. Et donc, on a des notes un peu de noix, on a des notes un peu de café. Ça, c'est typique à ce qu'on appelle une fève de cacao. C'est puissant. De type, bien sûr. Oui, donc, fève de cacao de type Ariba, ça, c'est le national d'Équateur. Et puis, vous allez du côté du Sao Tomé, et celle-ci, tout de suite, un côté floral qui vient en bouche, et puis note acidulée. Donc ça commence par une bonne fève de cacao que vous choisissez du coup? Exactement. Donc moi je vais dans les plantations de cacao, je discute avec les planteurs. Dernier voyage, c'était du côté de Tamil Nadu, qui se trouve du côté du Kerala. Et là on était, faut imaginer la scène, cacaoyer, vous tombez avec Amish qui a des fèves de cacao extraordinaires. Et surtout, le plus important, c'est d'avoir ce qu'on appelle une biodiversité. Ce que je vais vous dire, c'est que les gens ne savent pas, c'est que quand vous écrasez une fève de cacao, est-ce que vous pensez combien de pourcentage de matière grasse il y a dedans, de beurre de cacao? Très peu, non? Ah ben beaucoup. Ah bon? 35 à 45%. 35 à 45% de beurre de cacao. Quand on écrase une noisette, Sophie, vous avez 18% à peu près. Eh bien, dans une fève de cacao, vous en avez 35 à 45%. Et là, on vient vers un principe qui est lequel? Le parfum de Suskins. Toute matière grasse capture la partie aromatique. Sophie, Benjamin, le goût, vous trouvez ça comment, de la fève? Moi, je trouve que c'est un peu dur. C'est vrai que moi, je m'attends à du chocolat et je m'attendais à un truc plus doux. Ouais. Comment vous trouvez ça? Mais je trouve que ça se rapproche plus, effectivement, d'une graine oléagineuse, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on dirait effectivement, on dirait une graine oléagineuse. Un mélange entre une graine oléagineuse et du café, parce que on sent vraiment des notes assez puissantes. Alors, vous avez donné des pourcentages. Et on va vous donner quelques repères très simples, puisque c'est vrai qu'on parle de chocolat blanc, chocolat au lait ou chocolat noir. Et lorsque vous achetez une tablette, il y a quelques éléments à regarder. Lorsque vous achetez du chocolat blanc, en fait, il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de cacao. Et là, je vous parle des appellations, c'est la réglementation française. Dans un chocolat blanc, pas de seuil de cacao, vous avez du beurre de cacao, du lait en poudre, de la matière grasse et beaucoup de sucre. On passe ensuite au lait. Dans un chocolat au lait, vous avez au moins 25% de cacao, de la matière grasse du lait, qu'on va compléter ensuite avec du sucre. Et pour avoir ce qu'on appelle un chocolat noir, le principe est simple, vous avez besoin d'au moins 35% de cacao, toujours du beurre de cacao, de la poudre, qu'on va compléter avec un peu moins de sucre. Donc Sophie Janvier, quand on dit un chocolat noir, on se rend compte qu'on peut être noir très facilement. Nous, on imagine le chocolat noir à 70-80%, mais dès 47%. Et d'ailleurs, sur certaines tablettes de chocolat, là j'en ai pris une du marque distributeur, on a simplement 47% et c'est du chocolat noir. Oui, et donc en général, dans ce genre de tablette, le premier ingrédient, ça va être le sucre et pas le cacao. C'est le cas. Voilà.
Donc il faut plutôt idéalement choisir un chocolat à 70% et plus de cacao pour avoir toute l'intensité aromatique du cacao et les vertus associées à ce cacao. Et justement, on nous demande combien de chocolat peut-on manger par jour sans risque pour la santé? On est aux alentours de... Alors moi j'aime bien dire 2 carrés. Qu'est-ce que vous dites, Pierre? Moi, je dis 100 grammes par jour. 100 grammes par jour. Moi, c'est ce que je consomme, 100 grammes par jour. Soutenez les chocolatiers, 100 grammes par jour au minimum. 100 grammes par jour, non, du chocolat noir. Je parle du chocolat noir. Chocolat noir. Alors, je voudrais revenir un tout petit peu sur le principe, si vous me permettez, Sophie. Quand vous parlez d'un pourcentage de cacao, c'est vrai qu'effectivement, les gens, et je voudrais juste un peu abolir cette histoire, c'est que les gens pensent que toute la partie aromatique, c'est ce que je vous ai décrit avec les fèves, toute la partie aromatique pense que c'est le pourcentage de cacao qui détermine ça. Ce qu'on détermine, effectivement, c'est que vous avez une tablette, par exemple, à 70% de cacao, vous avez en chocolat noir 30% de sucre. Ça, on sait. Mais par contre, les gens partent du postulat qu'en fin de compte, c'est les saveurs qui sont portées par le pourcentage de cacao, alors que c'est l'origine de la fève. C'est comme si je vous disais, Sophie, hier, j'ai bu un très très bon vin rouge, et vous me disiez, et c'était quoi? 14,5 d'alcool. Avec ça, on n'est pas avancé. Et donc, on revient vers les notions de cépage. Avec je pense que c'est important. Évidemment. Mais ça veut dire que finalement, quand on trouve un chocolat noir pas bon, c'est pas forcément sa teneur en cacao, c'est plutôt le chocolat en tant que tel. C'est la qualité de la fève de cacao. Ici, je vous ai amené, alors quelque chose d'exclusivité, donc c'est les fèves de cacao qui ont été broyées, elles ont été mélangées avec un tout petit peu de sucre, c'est ce qu'on appelle la liqueur de cacao. On va montrer ça à nos téléspectateurs. Voilà. Alors, la liqueur de cacao. Oui, donc ça c'est avant même de faire ce qu'on appelle le temps de conchage. Alors, penchez vers la caméra, ça, voilà. Parce que là, on ne voit pas très bien. Donc là, c'est 100% cacao? 100% cacao. 100% cacao? 100% cacao. Mais ça va être très dur en bouche, non? Moi, j'adore. Ça déménage. J'adore. Mais là, par contre, c'est très très bon pour la santé. Oui, effectivement, puisque là c'est le pur chocolat. Vraiment. Alors ça c'est sorti de la conche, donc le chocolat est terminé en conche. Ça, c'est les pastilles qui ont été sorties il y a 2 jours. On vous laisse montrer, voilà, à la caméra juste ici. Qu'est-ce que ça, vous avez dit? Ça, c'est les quoi là? Donc ça, c'est les pastilles de chocolat. À partir de là, donc ça c'est toute la différence dans le métier de chocolatier. Il y a 2 types. Il y a ceux qui, et je pense qu'il y a ceux qui fabriquent du chocolat. C'est ce que j'essaye d'expliquer, ce que je fais tous les jours au quotidien. Et d'autres qui travaillent à partir de ça et qui travaillent du chocolat. Donc ce sont 2 notions différentes, 2 philosophies et 2 approches différentes. La liqueur est absolument incroyable et vraiment très forte en bouche et vraiment incroyable. Sophie, 2 carrés de chocolat par jour, ça nous apporte quoi comme bienfait sur la santé? Eh bien, on va aller regarder ça de plus près. Donc, évidemment, le chocolat va vous apporter de l'énergie. C'est sous forme de calories, à peu près 115 calories pour 2 carrés de chocolat. On voit que ça reste raisonnable. C'est à peu près la même chose qu'une pomme et un yaourt. Côté ingrédients, vous allez trouver 5 grammes de sucre pour 2 carrés de chocolat noir à plus de 70% de cacao. Donc c'est l'équivalent d'un morceau de sucre. Ça reste là aussi très raisonnable. Un petit peu de lipides, 8 grammes. Des fibres intéressantes pour notre santé intestinale. Pareil, plus il y a de cacao, plus il y aura de fibres. Des flavonoïdes, ça c'est vraiment un point important dans le cacao. Il apporte des antioxydants intéressants pour notre santé cardiovasculaire. Également du magnésium, c'est souvent un prétexte qu'on se donne pour manger du chocolat. Et on a raison, puisqu'il y a bel et bien du magnésium, 40 mg pour 2 carrés, c'est à peu près 10-15% de nos besoins quotidiens. Un petit peu de fer. Et puis surtout, cette fameuse molécule, la théobromine, qui est une molécule qu'on ne trouve quasiment exclusivement que dans le cacao et qui est un petit stimulant doux. On en trouve là une petite quantité suffisante déjà pour avoir un petit effet. Donc, on vous avait dit que ça, c'est pour 2 carrés de chocolat, d'un chocolat noir à 70%. Et on a Dounia qui nous demande, est-ce qu'il vaut mieux choisir du chocolat noir ou du chocolat au lait pour ses bienfaits? Là, les éléments que vous avez donnés, qui sont plutôt positifs sur la santé, c'est pour du chocolat noir. Chocolat au lait, c'est pour le plaisir. Disons que le chocolat au lait va être plus sucré, le chocolat noir va être plus gras, le chocolat au lait plus sucré. En termes de calories, c'est quasi équivalent, à peu près 550 calories pour 100 grammes. Moi, j'ai envie de dire que prenez le chocolat qui vous fait plaisir, tant que vous restez dans quelque chose d'assez modéré, ça restera tout à fait satisfaisant. Alors, là, on a une casquette un peu intermédiaire. On reste au Mac de la santé, donc on va donner à la fois des conseils plaisir et des conseils santé. On a Anne-Marie qui nous demande si une tablette de chocolat à 70% est vraiment meilleure pour la santé que celle à 50%. Oui, plus il va y avoir de cacao, plus on va avoir de bénéfices. Les fameux bénéfices que je viens d'évoquer, le cacao, c'est lui qui va apporter des flavonoïdes, qui va apporter de la théobromine, des fibres. Donc plus on a de cacao, plus on a ces bénéfices-là. Et si on rajoute des choses dans le chocolat, par exemple petite pointe de sel, amande, etc., est-ce que là, il y a encore plus de bénéfices?
Alors, ça dépend ce qu'on rajoute. Si on rajoute, par exemple, effectivement, des graines oléagineuses, amandes, noisettes, etc., ça peut avoir de l'intérêt, puisque ce sont des bons gras, ça peut rajouter un petit peu de protéines végétales. Si c'est du sel, avec modération, puisqu'on n'a pas très envie d'augmenter trop nos apports en sel. Donc, tout dépend, et aussi de la qualité de la matière première, de la quantité qu'on va retrouver. Je pense surtout que l'essentiel, c'est effectivement la qualité du chocolat, la qualité de la fève de cacao, et effectivement, comment elle peut s'additionner. Maintenant, petite aventure extraordinaire, Barcelone, il y a 20 ans, un petit toast, un morceau de pain, l'huile d'olive, un carré de chocolat, juste passer comme ça, 30 secondes, mettre un peu de fleur de sel, un bonheur absolument. L'huile d'olive, j'aurais pas C'était pensé. somptueux. Il y a déjà quelques années. Donc, est-ce qu'on peut donner des recettes ici ou pas? On donne Alors, pas des recettes? Des recettes, oui. Alors, on peut la préparer. On va juste diffuser un petit reportage, justement, parce qu'on a un artisan torréfacteur, puisque vous savez, il ne reste plus que quelques jours pour acheter les œufs et les autres lapins de Pâques. Mais pour les chocolatiers, oui, la production a commencé il y a déjà plusieurs mois. Une de nos équipes a suivi un chocolatier torréfacteur lillois, d'ailleurs que vous connaissez, Pierre Marcolini. Très, très bon, très bel artisan, en tout cas. Dans ses derniers préparatifs, un reportage Elsa Téton, Benoît Lordelot, Nathalie Vincenti. Dans cette manufacture près de Lille, l'or noir, c'est le chocolat. À l'approche de Pâques, il coule à flot et se décline sous toutes ses formes. Si cette usine en pleine effervescence est bien située dans le nord, la réserve où est stockée la matière première invite au voyage. On a des sacs de fèves de cacao qui viennent directement du pays producteur et les meilleurs cacaos au monde. Là, vous avez du Salvador, Tanzanie, du Pérou, Madagascar, Honduras, celui-ci. Donc là, vous avez des fèves qui sont magnifiques. Donc ça, c'est vraiment notre matière première. Et là, tout commence. C'est parti. Première étape, la torréfaction. Les fèves de cacao sont aspirées et vont directement dans le torréfacteur en passant par là. Hop. Là-dedans, vous avez un tambour qui va brasser les fèves pour qu'elles soient torréfiées de manière homogène. Les températures, c'est entre 110 et 140 degrés. On ne va jamais au-delà, sinon on brûlerait le cacao. Donc tout notre jeu, c'est ça. C'est d'essayer de trouver la meilleure torréfaction pour révéler tous les arômes de notre cacao. C'est un peu comme si on fabriquait un parfum à ce stade-là. C'est d'ailleurs grâce à l'odorat et au goût que le chocolatier reconnaît une fève suffisamment torréfiée. Donc là, on va regarder la fève. Hop. Et là, il va y avoir le goût pur du cacao. On peut ressentir les notes acidulées, les notes de fruits rouges, les notes florales. Les fèves sont ensuite refroidies dans ce tambour. Du coup, on va ouvrir la vanne. Elles poursuivent leur chemin dans un broyeur qui retire les écorces et concasse la fève. Là, on a le gruet de cacao qui va être transformé en chocolat. Donc là, il y a une superbe odeur. Le gruet est ensuite acheminé vers cette machine. C'est des meules qui ont des roues de granit en fait et qui vont écraser le gruet de cacao. Seul ingrédient ajouté, du sucre de canne. C'est très simple. Quand on dit qu'on fait un chocolat noir 70%, on met 70% de gruet de cacao et 30% de sucre de canne. On ne met pas d'additifs, voilà, pas de lécithine de soja, pas de beurre de cacao ajouté parce que ça diluerait le goût. Et pour équilibrer les saveurs de ce chocolat, il faut savoir être patient. Là, vous allez avoir une brique qu'on va laisser vieillir. Ce qui va se passer au fil des mois, c'est que les arômes vont être plus doux, plus harmonieux. Et quand vous allez manger ce carré de chocolat, les arômes ne vont pas vous exploser au visage ou au palais plutôt. Et ça va durer longtemps en bouche. C'est-à-dire que vous pouvez apprécier le carré de chocolat pendant plusieurs minutes. Une fois maturé, le chocolat est fondu et moulé pour lui donner les traditionnelles formes des chocolats de Pâques. Un savoir-faire artisanal que recherchent les clients. Le chocolat est bon, il est sain, il n'y a pas ce côté gras en fait qui reste en bouche derrière. Comme c'est bon, moi j'en mange moins déjà, c'est-à-dire que j'ai plus de plaisir à prendre un carré et le savourer plutôt que ce que je pouvais faire avant, c'est-à-dire en manger beaucoup et voilà. Le fait que ça soit plutôt amer et moins sucré, c'est quelque chose que j'apprécie. De quoi croquer dans ces chocolats de Pâques sans culpabiliser. Alors, on continue de parler de chocolat et de répondre aux questions que vous nous avez posées. Madeleine nous demande s'il faut limiter le chocolat avec l'âge à cause du sucre. Bon, pas plus quand on Pas est plus, au contraire, pourquoi est-ce qu'on aurait à se priver avec l'âge? Non, sauf si vous avez bien sûr des pathologies particulières.
Il n'y a pas de Si on est raison. diabétique, par exemple, on a le droit aussi de manger un peu de chocolat. Oui, de temps en voilà, temps. si vous restez sur des quantités raisonnables, plutôt en fin de repas, oui, c'est possible. Mado nous dit, tiens, les personnes qui ont du cholestérol, est-ce qu'elles doivent éviter le chocolat au lait ou même d'ailleurs le chocolat noir, puisqu'on a dit que le chocolat contient de la matière grasse. Donc est-ce qu'on peut manger du chocolat quand on a du cholestérol? Alors le chocolat contient une matière grasse qui est plutôt dite acide gras saturé, normalement ceux qui ne sont pas les plus favorables pour le cholestérol, mais c'est de l'acide stéarique et les études scientifiques montrent que ça ne fait pas monter le LDL cholestérol. Le mauvais cholestérol. Donc Voilà. finalement, 2 carrés par jour, on est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, Yvette, elle a 68 ans, elle nous demande combien de grammes de chocolat par jour pour profiter des antioxydants sans prendre de poids. Vous mangez vraiment 100 grammes de chocolat par jour? En moyenne, oui. En moyenne. Oui, tout à fait. Mais la première analyse, quand je suis à l'atelier, c'est le palais. Donc il faut revenir sur l'essence même de ça. Et donc effectivement, alors tout confondu, mais le matin, c'est plutôt le chocolat noir. Donc ce que je viens de goûter, vous avez goûté les 2 fèves. Et ici, je vous ai amené le travail de ce qu'on vient de voir dans le reportage, terminé. Et vous avez les saveurs à la fois de café et effectivement légèrement de fruits secs. Ce chocolat, il a exactement 2 jours, donc il est hyper frais. Oh, il est exceptionnel. Vous voyez là, c'est tout petit. Oui. Et ça, c'est déjà hyper aromatique. Oui, c'est vrai que le plaisir vient finalement pas forcément avec la quantité. On se rend compte que là, c'est très bon. Mais par contre, on sent très très fort, que ce soit ici en Europe ou même, puisqu'on a des boutiques au Japon aussi, on sent très très fort que les gens, il y a 2 typologies de consommateurs de chocolat. Il y a ceux qui effectivement mangent ce qu'on appellerait du candy bar et des choses pareilles. Et puis de l'autre côté, de plus en plus, les gens commencent à se dire, mais tiens, on veut un chocolat de dégustation, on veut un chocolat où on se pose. Et vous avez bien raison de dire tous les bienfaits au niveau santé du chocolat, mais le premier bienfait pour moi du chocolat, c'est l'émotion. Vous savez, ce qui est quand même absolument hallucinant, c'est qu'ici, on a une histoire du chocolat, que ce soit en France, en Belgique, on a l'histoire depuis le 18e, mais on est quand même surpris de se rendre compte que quand on va en Asie, il y a la même manière de goûter le chocolat, mais surtout le visage qui change et l'émotion, elle est là. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Roger nous demande si le chocolat peut perturber le sommeil. Il a des troubles du sommeil, il dit est-ce qu'il vaut mieux éviter le chocolat après une certaine heure? Alors, il y a un tout petit peu de caféine dans le cacao, un tout petit peu aussi de cette fameuse théobromine qui est légèrement stimulante, mais pas très excitante. On va dire qu'en principe, sauf avoir des gros problèmes de sommeil, si on mange 2-3 carrés le soir, ça ne devrait pas empêcher de dormir. Mais si vous avez déjà des gros problèmes de sommeil, peut-être qu'il faut éviter de le manger en deuxième partie de journée. Le chocolat noir, est-ce que ça peut être bénéfique pour le sport ou l'énergie d'une manière générale? Pas particulièrement. Bien d'accord. Un chocolat un peu périmé, qui devient un peu blanc, est-ce qu'il n'est pas bon pour la santé? Est-ce que c'est quand ça, des fois, on voit des traces blanches sur le chocolat? Donc, j'explique un petit peu. Donc, quand vous avez un chocolat comme ceci, c'est un chocolat qui a été ce qu'on appelle bien cristallisé. C'est-à-dire que dans le chocolat, il y a du beurre de cacao. Le beurre de cacao contient 3 types de molécules, alpha, bêta et gamma. Et donc, en fait, quand on fait la cristallisation du chocolat, on fait une courbe de cristallisation qui va stabiliser le chocolat. C'est pour ça qu'il est bien net. Mais le beurre de cacao, il est très, très difficile à apprivoiser, etc. Et dès qu'il y a des variations de température, et c'est souvent ce qui se passe, eh bien, le beurre de cacao va remonter à la surface et c'est ce fameux blanchiment. C'est pas qu'il est mauvais, mais par contre, il est déstructuré. Il n'y a plus l'onctuosité qu'on pourrait imaginer. Donc il n'est pas forcément dangereux pour la santé, pour répondre à un téléspectateur. Ah oui, non, pardon, moi j'ai fait plus long. Je pouvais faire plus court aussi, mais je me suis dit que c'était parti. Il nous reste 1 minute d'émission, donc là, il faut qu'on fasse assez court pour répondre aux téléspectateurs. Quel chocolat puis-je offrir pour Pâques, en petite quantité, à une personne âgée, diabétique, pour partager un bon moment? Bien, un chocolat à 85% de cacao, donc peu sucré, et d'un bon chocolatier. On est d'accord. Merci beaucoup. Plutôt la qualité, peut-être à la quantité. Bérangère nous dit qu'elle a tendance à grignoter du chocolat le soir devant la télé. Est-ce que c'est le pire moment pour en manger? Ce qui est embêtant, c'est quand on mange sans conscience. Donc devant la télé, si on a la tablette à côté, effectivement, on risque de manger sans vraiment se rendre compte de la quantité. Donc on met sur pause, on prend 2 minutes et on déguste son chocolat. Et là, c'est très bien. Françoise nous demande si on peut trouver un bon chocolat blanc. On a 20 secondes. Alors oui, il y a des bons chocolats blancs où on a augmenté le beurre de cacao, on a diminué le sucre et surtout on a regardé la qualité de la poudre de lait et ça pourrait faire l'objet d'un autre sujet, une autre invitation. Parler de la poudre de lait et du chocolat au lait, ça peut aussi avoir des côtés bénéfiques et puis onctueux. Claudie nous demande s'il est vrai que le chocolat peut provoquer des migraines chez certaines personnes. Alors, c'est un peu débattu. Certains disent que ça déclenche des migraines et d'autres expliquent que c'est peut-être une des premières manifestations de la migraine. L'envie de chocolat serait une manifestation neurologique de la migraine. Donc, qui de l'œuf ou de la poule? Je n'ai pas la réponse. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était passionnant. Mais on va profiter de la fin de l'émission pour déguster le chocolat. Il n'y a aucune raison qu'on fasse du gâchis. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, Je vous rappelle que vendredi, nous aurons une émission spéciale enfants avec des élèves d'une école primaire qui présenteront l'émission avec nous et poseront des questions
avec des spécialistes. Ils feront du sport avec Nordinatab et de la cuisine avec Raphaël Aumont. Donc, c'est une émission à noter dans votre agenda. Dans l'intervalle, on se retrouve demain. On répond à toutes vos questions autour de la thyroïde. Excellente journée sur France 5. À demain. Salut.